6 août 1945, 08h15. Quartier général impérial, Tokyo. Une seule transmission déchiffrée, en provenance d'Hiroshima, allait pulvériser 3 années d'illusions soigneusement construites sur la guerre industrielle. Ce que le haut commandement japonais lut dans ce message l'obligerait à affronter une vérité qu'il avait niée pendant toute la durée du conflit. L'Amérique n'avait pas combattu à pleine capacité. Elle s'était retenue. La salle de guerre souterraine, située à 90 pieds sous le palais impérial, était protégée par des murs de béton armés, épais de plus d'1 mètre. Ce matin du 6 août 1945, l'endroit bourdonnait du rythme familier d'une guerre perdue. Le rapport matinal du maréchal Shinroku Hata était devenu un rituel de déclin organisé. À 08h15 précise, le lieutenant-colonel Tishi Yamamoto, officier des communications, fit irruption à travers la porte d'acier sans la révérence habituelle. Dans ses mains, il tenait une transmission déchiffrée qui allait fondamentalement transformer la compréhension que le commandement japonais avait de la guerre qu'il menait. Le message était fragmentaire, émis par le commandement régional militaire d'Hiroshima, avant que toutes les communications ne cessent. Ville entière, détruite par une seule bombe. Rayon d'explosion dépassant tous les bombardements précédents. Type d'arme inconnu. Perte catastrophique. Demande immédiate de... La transmission s'interrompit au milieu d'une phrase. Le général Yoshiro Umezu, chef d'état-major impérial, lut le message à 3 reprises. Sa première hypothèse fut qu'une escadre massive de B-29 américains avait exécuté le plus grand raid conventionnel de la guerre. Peut-être 500 appareils larguant des bombes incendiaires simultanément. Autrement, les chiffres semblaient impossibles. Hiroshima était une ville de 350 000 habitants, s'étendant sur 60 km/h. Mais les rapports supplémentaires qui arrivaient tout au long de la matinée racontaient une toute autre histoire. Les reconnaissances météorologiques n'avaient signalé que 3 B-29 au-dessus d'Hiroshima ce matin-là. 3 avions, pas 300, 3. L'amiral Suimu Toyota, chef d'état-major de la marine impériale, se tenait devant la gigantesque carte murale où l'on suivait chaque force américaine connue dans le Pacifique. Son équipe de renseignement était devenue experte dans la prévision des opérations ennemies. Il connaissait la composition des formations de bombardiers, les charges ordinaires et les schémas de dégâts attendus. Rien, en 3 ans de guerre aérienne, ne suggérait que 3 avions puissent anéantir une ville entière. À 10 heures, les vols de reconnaissance, tentant d'atteindre Hiroshima, signalèrent quelque chose d'inédit. Les pilotes décrivirent un nuage en forme de champignon, s'élevant à plus de 12 000 mètres, visible à plus de 240 km de distance. Le nuage brillait de couleurs qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Des violets et des oranges semblant palpiter d'une lumière intérieure. À 11h30, le ministre des Affaires étrangères Shiganori Togo reçut le premier témoignage direct. Un employé des chemins de fer se trouvait à 24 km d'Hiroshima. Son récit, consigné par le secrétaire de Togo, décrivait un éclair plus lumineux que 1000 soleils suivis d'une onde de pression qui avait fait dérailler des trains. Il rapportait que tout le centre de la ville avait simplement disparu, remplacé par une tempête de feu visible depuis les montagnes. La réunion de l'après-midi du Conseil suprême de guerre s'ouvrit à 14 raisins, dans un silence total. Le premier ministre Kantaro Suzuki, qui avait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat pour avoir seulement évoqué des négociations de paix, lut les rapports accumulés. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa les documents sur la table. « Messieurs, commença-t-il, nous devons réfléchir à ce que cela signifie. » Le général Korechika Hanami, ministre de la guerre et plus fervent défenseur de la poursuite du combat, prit la parole le premier. Propagande américaine. Ils veulent nous faire croire qu'ils possèdent des armes qu'ils n'ont pas. Hiroshima a été détruite par un bombardement conventionnel
et ils utilisent la tromperie de 3 avions pour semer la confusion. L'amiral Toyota l'interrompit, chose qu'il n'aurait jamais osé en temps normal. 3 avions, Hanami-san. Nos radars les ont suivis. Nos observateurs les ont vus. 3. La pièce retomba dans un silence lourd, comme recouverte de cendres volcaniques. Depuis 3 ans, la doctrine militaire japonaise reposait sur un seul postulat. La puissance industrielle américaine pouvait être surmontée par la force spirituelle et l'ingéniosité tactique japonaise. Les Américains pouvaient produire davantage de navires, d'avions et de chars. Mais les soldats nippons combattraient avec une telle férocité que les pertes américaines deviendraient politiquement insoutenables. Ce calcul avait guidé chaque décision depuis Pearl Harbor. Lorsque l'industrie américaine produisit 300 000 avions, les dirigeants japonais se persuadèrent que leurs pilotes, bien que moins nombreux, combattraient avec 10 fois plus d'ardeur. Lorsque les chantiers navals américains lançaient des cargos plus vite que les U-boats allemands ne pouvaient les couler, le Japon se consolait en pensant que les marins américains manquaient du cœur du guerrier. Mais une seule bombe, capable de détruire une ville, suggérait quelque chose de bien plus troublant, que la puissance industrielle et scientifique américaine avait atteint un niveau rendant la résistance japonaise non seulement difficile, mais vide de sens. Elle indiquait que l'Amérique développait des armes en secret, tout en menant une guerre sur 2 océans. Elle signifiait que tout ce que le commandement japonais croyait savoir sur la guerre moderne était désormais obsolète. L'officier du renseignement, le colonel Hideaki Sato, présenta son analyse de l'après-midi à 16h. Son équipe calculait la capacité industrielle américaine depuis 1941, et leurs chiffres s'étaient révélés d'une précision terrifiante. L'Amérique avait produit 98 410 chars durant la guerre. Le Japon en avait produit 6 450. L'Amérique avait construit 41 porte-avions. Le Japon en avait construit 15. Les chantiers navals américains lancèrent des cargos si rapidement qu'ils surpassaient le rythme auquel les U-boats allemands pouvaient les couler. Mais le nouveau calcul de Sato suggérait quelque chose qui brisait fondamentalement leur compréhension. Si, dit-il d'une voix à peine audible, si les Américains peuvent détruire des villes entières avec une seule bombe, alors ils possèdent des capacités scientifiques qui rendent les comparaisons numériques dénuées de sens. Ils ne mènent pas la même guerre que nous. Le ministre des Affaires étrangères, Shigenori Togo, ajouta ce que tous pensaient, mais que personne ne voulait dire. Et s'ils ont une telle bombe, nous devons supposer qu'ils en ont d'autres. La compréhension japonaise de la puissance américaine s'était façonnée à travers une série de croyances soigneusement élaborées, nées bien avant Pearl Harbor. Ces croyances, consignées dans d'innombrables réunions d'état-major et évaluations stratégiques, allaient toutes s'effondrer en quelques jours après Hiroshima. Mais pour saisir ce que le haut commandement finit par réaliser, il faut d'abord comprendre ce qu'il s'était convaincu d'être vrai. En novembre 1941, l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée, avait offert l'évaluation la plus précise de la capacité industrielle américaine qu'un dirigeant japonais ait formulée durant toute la guerre. Son avertissement, consigné dans les procès-verbaux de l'état-major naval, était explicite. « Je peux faire des ravages pendant 6 mois ou 1 an, mais je n'ai absolument aucune confiance pour la 2e ou la 3e année. » Yamamoto avait vécu en Amérique. Il avait étudié à Harvard et servi comme attaché naval à Washington. Il avait visité des usines américaines et observé directement l'infrastructure industrielle. Ses calculs ne reposaient ni sur l'espoir, ni sur la ferveur nationaliste, mais sur des mathématiques froides. La seule production d'acier des États-Unis dépassait l'ensemble de la production industrielle du Japon. Les réserves pétrolières américaines étaient pratiquement illimitées, comparées à la dépendance précaire du Japon aux importations. Mais les avertissements de Yamamoto furent systématiquement ignorés par les mêmes états-majors qui, à présent, assis dans le bunker souterrain,
contemplèrent la destruction d'Hiroshima. Les documents de planification stratégique de l'armée datés de 1941, exhumés des archives après la guerre, révélèrent le récit alternatif adopté par les chefs militaires. La puissance industrielle américaine serait neutralisée par 3 facteurs. Premièrement, la distance. Les conquêtes du Japon devaient établir un périmètre défensif si vaste que la logistique américaine s'effondrerait sous son propre poids. Chaque navire, chaque avion, chaque balle devrait parcourir 5000 milles à travers un océan hostile avant d'atteindre le combat. Le Japon pourrait soutenir ses forces depuis des territoires conquis proches, tandis que l'Amérique s'épuiserait dans des chaînes d'approvisionnement vouées à l'échec. Deuxièmement, le moral. La société américaine, jugée molle, individualiste et incapable de supporter des pertes lourdes. La doctrine japonaise supposait qu'après 30 000 à 40 000 morts, l'opinion publique américaine exigerait des négociations de paix. La volonté de mourir des soldats japonais dépasserait la volonté américaine de continuer le combat. Troisièmement, la supériorité tactique. Grâce à un entraînement supérieur, à l'esprit guerrier et à l'innovation tactique, les forces japonaises infligeraient des rapports de pertes, rendant les avantages numériques américains sans effet. Un soldat japonais équivaudrait à 3 ou 4 Américains en efficacité au combat. Ces postulats furent éprouvés et démentis dans chaque engagement de la guerre du Pacifique. Pourtant, le haut commandement japonais réinterprétait constamment les défaites comme des validations de ces théories, ne nécessitant que des ajustements mineurs plutôt qu'une révision fondamentale. À Midway, en juin 1942, le Japon perdit 4 porte-avions en une seule journée. L'évaluation officielle incrimina la malchance et des erreurs tactiques, non la supériorité cryptographique américaine, ni la vulnérabilité intrinsèque d'une stratégie centrée sur les porte-avions. Le postulat selon lequel les forces japonaises pouvaient surmonter l'infériorité numérique demeura intact. À Guadalcanal, d'août 1942 à février 1943, les forces japonaises découvrirent que les Américains pouvaient soutenir la logistique sur de vastes distances et égaler les soldats nippons dans la guerre de jungle. L'évaluation officielle blâma les commandants locaux pour un manque d'ardeur combative, non l'impossibilité de la situation stratégique. Le postulat selon lequel la société américaine se briserait sous le poids des pertes soutenues demeura intact. En août 1945, chaque hypothèse majeure avait été méthodiquement démolie par la réalité. Pourtant, les plus hauts responsables ne l'avaient jamais reconnu formellement. La défense obstinée du général Hanami en faveur du combat jusqu'au dernier citoyen ne relevait pas de la stupidité, mais de l'aboutissement logique de croyances jamais réellement remises en question. L'après-midi du 6 août marqua la première fois, durant toute la guerre, que le Conseil suprême de guerre affronta directement ses illusions. Le colonel du renseignement Sato présenta ce qu'il appelait « l'évaluation de la réalité », un document que son équipe avait compilé au cours des 6 derniers mois, mais qu'on l'avait empêché de présenter jusqu'alors. Les chiffres étaient dévastateurs. La production aéronautique américaine pour la seule année 1944 dépassait la production totale du Japon pendant toute la guerre. Les chantiers américains construisaient des porte-avions d'escorte plus vite que le Japon ne pouvait former des pilotes. Les usines de munitions américaines produisaient plus d'obus en une semaine que les usines japonaises en un mois. Mais les statistiques les plus accablantes de Sato concernèrent la recherche scientifique. Son réseau de renseignement avait documenté des installations américaines employant plus de 130 000 scientifiques et ingénieurs travaillant sur des technologies militaires. L'effort comparable du Japon employait environ 6 000 personnes. Les universités américaines de recherche, Harvard, le MIT, Berkeley, Chicago, possédèrent des départements de physique plus vastes que l'ensemble de la communauté scientifique japonaise. La bombe atomique, expliqua Sato, exigeait des installations que nous n'aurions pas pu construire, même si nous avions su comment faire. Les Américains avaient érigé des villes entières en secret.
Oak Ridge au Tennessee, Hanford dans l'État de Washington, Los Alamos au Nouveau-Mexique. Ces sites consommaient plus d'électricité que les grandes villes japonaises et employaient 130 000 travailleurs. Le projet Manhattan coûta 2 milliards de dollars, davantage que les dépenses totales du Japon pour son effort de guerre en 1944. Le ministre des Affaires étrangères Togo posa alors la question qui résonnerait dans les procès pour crimes de guerre et les analyses historiques à venir. Comment avons-nous pu ignorer cela? La réponse de Sato fut inconfortable mais exacte. Nous savions, monsieur le ministre. Nos services de renseignement signalaient sans cesse l'expansion industrielle américaine. Nous avons intercepté des communications concernant des projets secrets d'envergure. Nous avons documenté leur campagne de recrutement scientifique. Mais chaque rapport fut rejeté comme exagération ou propagande. Nous avons choisi de ne pas savoir, car savoir aurait signifié admettre que nous ne pouvions pas gagner. L'amiral Toyota ajouta sa propre évaluation, amère mais lucide. Les Américains ont combattu cette guerre avec une main attachée dans le dos. Ils ont affronté simultanément l'Allemagne et le Japon tout en développant des armes que nous sommes incapables de concevoir. Ils ont produit plus de matériel de guerre que ce que nous pensions physiquement possible, tout en maintenant une économie civile plus prospère qu'en temps de paix. Ils ne sont pas simplement plus puissants que nous, ils appartiennent à une autre catégorie de civilisation. Cet aveu, selon lequel l'Amérique représentait non seulement une puissance supérieure, mais une forme différente de capacité, marqua un tournant fondamental dans la compréhension japonaise. Pendant 4 ans, la propagande impériale avait dépeint les Américains comme matérialistes et faibles, dépendants des machines parce qu'ils manquaient de force spirituelle. La bombe atomique révéla à quel point cette image était catastrophiquement erronée. L'impact psychologique dépassa le cadre militaire. Le secrétaire du cabinet, Etsune Sakomizu, nota dans son journal ce soir-là: « Nous avons combattu un ennemi que nous n'avons jamais compris. Nous avons supposé qu'ils pensaient comme nous, que leur société fonctionnait comme la nôtre, que leurs limites correspondaient aux nôtres. Hiroshima prouve que nous combattions à l'aveugle. » Le 7 août 1945 commença par des confirmations qui rendaient Hiroshima encore plus incompréhensible. Les avions de reconnaissance ayant enfin pénétré la zone irradiée transmirent des photographies qui circulèrent parmi le haut commandement en quelques heures. Le major Tsune Kitamura, pilote de la première mission réussie, rapporta des conditions atmosphériques qu'il n'avait jamais rencontrées. Des courants ascendants si puissants qu'ils projetèrent son appareil à plus de 600 mètres d'altitude en quelques secondes. Des températures si élevées qu'elles faisaient disjoncter ses instruments. Une visibilité obstruée par une fumée montant en colonne jusqu'à la stratosphère. Les clichés développés à 11 heures révélèrent quelque chose que les analystes militaires refusèrent d'abord de croire. Le centre-ville, environ 10 km², avait été complètement aplati. Non pas détruit dans le sens habituel, avec des décombres et des fondations encore visibles, mais réduit à une terre nue. Les structures avaient été vaporisées. L'équipe de reconnaissance estima que tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1 mile autour de l'épicentre avait cessé d'exister sous une forme reconnaissable. Les analystes comparèrent ces images à celles des bombardements conventionnels. Le raid le plus dévastateur de la guerre, celui de Tokyo les 9 et 10 mars 1945, avait nécessité 334 bombardiers, B-29, larguant 10 665 tonnes d'incendiaires pendant 3 heures. La destruction d'Hiroshima dépassait celle de ce raid, accomplie par une seule bombe, lancée d'un seul avion en un seul instant. Le Conseil suprême de guerre se réunit de nouveau à 14 heures le 7 août, avec des renseignements qui bouleversaient totalement la situation stratégique. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, avait convoqué l'ambassadeur japonais Naotake Sato au Kremlin à minuit, heure de Moscou. Le message fut bref.
L'Union soviétique se considérerait en guerre avec le Japon à compter du 9 août 1945. Cette annonce anéantit le dernier espoir stratégique du Japon. Depuis des mois, la diplomatie nippone s'efforçait désespérément de négocier une médiation soviétique pour des conditions de paix. La chimère était que Staline, jamais totalement digne de confiance aux yeux des alliés américains et britanniques, pourrait servir d'intermédiaire et préserver une partie du territoire japonais, évitant ainsi l'occupation. L'entrée en guerre des Soviétiques rendit cette option impossible. Le visage du général Hanami, selon plusieurs témoins, devint livide à mesure que les implications se précisaient. Le Japon faisait désormais face à des ennemis sur tous les fronts, sans aucune perspective de règlement négocié. Les armes atomiques américaines à l'est, les armées soviétiques au nord, les forces du Commonwealth britannique au sud, et la résistance chinoise toujours active dans les territoires occupés. L'Empire, qui s'étendait autrefois des frontières de l'Inde jusqu'au Pacifique central, était désormais écrasé, refoulé vers les îles métropolitaines. Le ministre Togo présenta la réalité nue. Nous avons 3 choix. Capituler sans condition, combattre jusqu'à ce que chaque ville soit détruite par les bombes atomiques, ou combattre jusqu'à l'invasion conjointe soviétique et américaine qui effacera le Japon en tant que nation. Il n'existe aucune autre option. Le 8 août apporta des renseignements fragmentaires sur les mouvements soviétiques. L'armée rouge avait lancé une offensive massive en Mandchourie avec une force écrasante. L'armée du Kwantung, autrefois formation d'élite de la puissance militaire japonaise, était systématiquement anéantie. Les colonnes blindées soviétiques progressaient de 50 miles dès le premier jour, affrontant une résistance qui s'effondrait face à des troupes aguerries par la destruction de l'Allemagne nazie. L'opération de Mandchourie révéla une autre vérité dérangeante au sujet de la puissance américaine. Les Soviétiques étaient équipés de milliers de véhicules, de camions et de matériel de communication fournis par le programme américain Lend-Lease. La capacité industrielle des États-Unis n'avait pas seulement soutenu leurs propres forces sur 2 océans, elle avait aussi armé leurs alliés à une échelle inimaginable selon les normes japonaises. Un seul programme américain, le Lend-Lease, avait livré davantage de matériel aux forces soviétiques que la totalité de la production industrielle japonaise pendant toute la guerre. À 11h02, le 9 août, une seconde bombe atomique détruisit Nagasaki. La communication du commandement régional de Nagasaki fut encore plus brève que celle d'Hiroshima. 2e attaque atomique, ville détruite, perte catastrophique. Puis le silence. La session d'urgence du Conseil suprême de guerre, cet après-midi-là, se transforma en quelque chose d'inédit dans le protocole militaire japonais. Une reconnaissance ouverte d'un échec stratégique total. Le ministre de la Marine, l'amiral Mitsuma Masanori Yonai, parla avec une franchise exceptionnelle pour un officier dans un tel cadre. Les Américains ont démontré qu'ils pouvaient détruire nos villes à volonté, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ils ont montré qu'ils pouvaient continuer ainsi indéfiniment. Nous ne pouvons pas nous défendre contre des armes que nous ne pouvons détecter avant qu'elles n'explosent. Nos systèmes anti-aériens sont inutiles. Nos chasseurs ne peuvent intercepter ce qu'ils ne peuvent trouver. Nos préparatifs de défense civile sont vains. Le chef d'état-major de l'armée, le général Umezu, ajouta son propre constat, qui aurait été considéré comme une hérésie défaitiste quelques semaines plus tôt. La bombe atomique modifie les fondements même du calcul militaire. Les forces concentrées deviennent des cibles. Les villes deviennent des cibles. Notre stratégie de combat jusqu'au dernier citoyen repose sur l'idée que les Américains doivent envahir pour occuper. Mais s'ils peuvent détruire nos villes sans invasion, toute notre doctrine défensive devient obsolète. Ils peuvent simplement effacer le Japon de la carte sans jamais poser le pied sur notre sol. Les estimations du renseignement présentées ce soir-là calculaient que les Américains possédaient probablement entre 3
et 7 bombes atomiques supplémentaires, avec la capacité d'en produire davantage. Même si cette estimation était surestimée, même s'il n'en avait aucune autre, l'implication stratégique restait identique. Continuer à résister équivalait à un suicide. Le secrétaire du cabinet, Sakomizu, nota les commentaires privés de l'empereur à l'issue d'une audience ce soir-là. Sa Majesté a exprimé que l'insupportable doit être supporté. Les bombes atomiques ont démontré que poursuivre la résistance conduirait à l'anéantissement complet du peuple japonais. Nous devons accepter les conditions qui permettront de préserver la nation, même si ces conditions sont d'une douleur indicible. L'expression « l'insupportable doit être supporté » allait devenir la pierre angulaire de la proclamation de reddition du Japon. Mais le chemin entre cette reconnaissance impériale privée et la reddition effective nécessitait de surmonter une opposition militaire encore farouche, malgré l'évidence écrasante. Le 10 août, le Japon transmit son offre officielle de capitulation par les canaux diplomatiques suisses. Le message était conditionnel. Le Japon accepterait les termes de la déclaration de Potsdam à condition que la souveraineté de l'empereur soit préservée. La réponse américaine, transmise le 12 août, fut délibérément ambiguë. L'empereur serait soumis au commandement suprême des forces alliées, mais son statut final serait déterminé par la volonté librement exprimée du peuple japonais. Cette ambiguïté engendra la crise finale. Les partisans de la ligne dure, menés par le général Hanami, jugèrent cette réponse inacceptable. Ils plaidèrent pour la poursuite du combat malgré les bombes atomiques. Leur position ne reposait plus sur l'espoir d'une victoire, mais sur la préservation de l'honneur national par la destruction, plutôt que d'accepter l'occupation et le jugement étranger. Les formalités de reddition s'étendirent jusqu'à la fin août et au début de septembre 1945. Mais la transformation psychologique du haut commandement japonais était achevée dès le 16 août. Ce qui suivit ne fut pas seulement une défaite militaire, mais une réévaluation totale de tout ce que la direction japonaise croyait sur la guerre moderne, la capacité industrielle et sa propre place dans l'ordre mondial. La cérémonie formelle de reddition à bord de l'USS Missouri, le 2 septembre 1945, mit les représentants japonais face à la manifestation physique de la puissance américaine qu'ils avaient si longtemps sous-estimée. Le ministre des Affaires étrangères, Mamoru Shigemitsu, signataire de l'acte de capitulation, nota ses impressions dans son journal. Le port était rempli de navires de guerre américains à perte de vue, des centaines de bâtiments. Des avions emplissaient le ciel, en formation si dense qu'elles obscurcissaient le soleil. Les Américains démontraient leur puissance non par la menace, mais par la simple présence. Cette armada ne représentait qu'une fraction de leur force totale. Et pourtant, elle surpassait tout ce que le Japon avait possédé au sommet de sa puissance. Le général Yoshijiro Umezu, représentant l'état-major impérial, observa que le lieu même de la cérémonie constituait une leçon sur la capacité américaine. Nous avons signé notre reddition à bord d'un cuirassé construit dans des chantiers américains en moins de temps qu'il ne nous en fallut pour planifier une seule opération navale. Le Missouri faisait partie de dizaines de navires de ligne que les Américains avaient construits tout en menant simultanément des combats sur 2 océans et en développant des armes atomiques. Nous nous étions préparés à la guerre pendant 10 ans. Ils s'y étaient préparés pendant 15 mois et ils nous ont enterrés. Les forces d'occupation américaines commencèrent à arriver à la fin du mois d'août. Et les observateurs militaires japonais notèrent des détails qui confirmaient leur nouvelle compréhension. L'équipement, l'organisation et la logistique révélaient des capacités que les rapports de renseignement antérieurs avaient décrites avec exactitude, mais que le haut commandement avait refusé de croire. Une seule division d'infanterie américaine se déplaçait avec plus de camions que toute l'armée impériale japonaise réunie. Les opérations d'approvisionnement américaines livraient des aliments frais aux troupes, alors que les soldats japonais,
mourir de faim. Les installations médicales américaines soignaient des blessures que la médecine militaire japonaise jugeait incurables. Le colonel du renseignement Sato rédigea en septembre 1945 son rapport final intitulé « Pourquoi nous avons perdu ? Une évaluation des erreurs stratégiques ». Ce document, aujourd'hui conservé à l'Institut national japonais d'études de la défense, faisait preuve d'une franchise impitoyable. Nous avons perdu la guerre en décembre 1941, lorsque nous avons attaqué un ennemi que nous ne comprenions pas. Chaque bataille ultérieure n'a été que le déroulement des mathématiques inévitables. La capacité industrielle américaine dépassait la nôtre d'un facteur de 10 à 20 dans chaque catégorie. Leur communauté scientifique était plus vaste que toute notre population instruite. Leur base de ressources était pratiquement illimitée, tandis que la nôtre dépendait de conquêtes impossibles à maintenir. Nous avons combattu en croyant que l'esprit pouvait vaincre la matière. Nous avions tort. L'administration d'occupation américaine, dirigée par le général Douglas MacArthur, permit aux responsables japonais d'accéder à des données sur la production de guerre américaine qui confirmèrent leurs pires craintes. Les États-Unis avaient produit 98 410 chars, 257 000 pièces d'artillerie, 2 434 000 camions, 17 millions de fusils et 41 milliards de cartouches. Plus stupéfiant encore, ils avaient accompli cela tout en maintenant un niveau de vie civile supérieur à la prospérité japonaise d'avant-guerre. L'ancien premier ministre Suzuki, dans des entretiens enregistrés par les historiens américains de l'occupation, formula ce que la direction japonaise avait fini par comprendre. Nous pensions combattre une nation de marchands qui valorisait le profit plus que l'honneur, le confort plus que le sacrifice. Nous avions tragiquement tort. Nous affrontions la civilisation la plus productive de l'histoire humaine, une société capable de soutenir à la fois une économie de consommation de masse et une production de guerre totale. Ils n'ont pas choisi entre le beurre et les canons. Ils ont produit les deux, en des quantités que nous ne pouvions concevoir. Les détails du projet Manhattan, révélés progressivement aux scientifiques japonais par les canaux de l'occupation, fournirent la leçon la plus humiliante. Le projet avait employé 130 000 personnes et coûté 2 milliards de dollars. Plus que le budget militaire total du Japon en 1944. Il avait nécessité la construction d'installations consommant plus d'électricité que de grandes villes. Il impliquait une physique théorique à un niveau que les scientifiques japonais n'auraient pas pu imaginer. La bombe atomique n'était pas seulement une arme, mais la preuve d'une capacité scientifique et industrielle qui plaçait l'Amérique dans une autre catégorie de civilisation. L'évaluation finale de l'amiral Toyota, rédigée en 1946 pour les historiens de l'occupation, résumait le renversement complet de la pensée militaire japonaise. Nous avons commencé la guerre en croyant que la démocratie américaine les rendait faibles, que leur diversité les désunissait, que leur richesse les amollissait. Nous avons terminé la guerre en comprenant que la démocratie favorisait l'innovation, que la diversité nourrissait le talent, et que la richesse finançait des capacités que nous ne pouvions égaler. Chaque hypothèse que nous avions n'était pas seulement fausse, elle était exactement inversée. L'impact psychologique sur les chefs militaires se manifesta de diverses manières. Certains, comme le général Hanami, choisirent la mort plutôt que de vivre avec la conscience de leur erreur colossale. D'autres, comme l'amiral Yonai, devinrent des partisans d'une démilitarisation totale, estimant que la culture militariste du Japon avait conduit à une cécité stratégique catastrophique. La plupart luttèrent simplement pour concilier l'image du guerrier qu'ils croyaient incarner avec la réalité d'avoir entraîné leur nation dans une guerre impossible à gagner, nourrie par l'auto-illusion systématique. Les historiens japonais, travaillant sous la supervision de l'occupation, commencèrent à documenter à quel point les rapports de renseignement avaient été ignorés.
Les évaluations précises de la production américaine avaient été rejetées comme défaitistes. Les avertissements sur les capacités scientifiques américaines avaient été censurés comme nuisibles au moral. Les preuves montrant que le Japon perdait la guerre avaient été réinterprétées comme des revers temporaires, nécessitant davantage d'esprit combatif. Toute la structure du commandement avait créé un environnement où la vérité devenait trahison et où l'optimisme se transformait en doctrine. La dernière leçon que le haut commandement japonais absorba fut sans doute la plus amère. La puissance américaine n'avait pas été pleinement déployée. Les États-Unis avaient amené une guerre sur 2 océans tout en conservant des forces considérables en réserve, en développant des armes de nouvelle génération et en se préparant à d'éventuels conflits futurs. Les bombes atomiques ne représentèrent pas l'effort maximal de l'Amérique, mais ce qu'elle pouvait accomplir tout en menant simultanément une douzaine d'autres entreprises. Les forces japonaises avaient combattu en engageant toutes leurs ressources. Les forces américaines avaient combattu partout avec des marges de confort. En 1947, lorsque les autorités d'occupation américaines conduisirent des entretiens exhaustifs avec les anciens dirigeants militaires japonais, la transformation était complète. Le témoignage du général Umezu devant les historiens de l'occupation résuma ce que le haut commandement japonais avait enfin compris. Nous avons perdu parce que nous n'avons jamais compris notre ennemi. Nous lui avons attribué nos propres faiblesses. Ressources limitées, base industrielle étroite, pensée rigide, alors qu'il possédait tout le contraire. Nous avons cru à notre propre propagande, quand nous aurions dû croire nos services de renseignement. La bombe atomique n'a pas causé notre défaite. Elle en fut la preuve ultime. Nous avons été vaincus dès le moment où nous avons commencé à combattre un ennemi que nous n'avions jamais réellement compris. Nous avons appris trop tard que le courage ne peut vaincre la chimie, que l'esprit ne peut triompher de l'acier et que la détermination ne signifie rien face à un adversaire qui possède à la fois la volonté et 10 fois la capacité de lui donner forme matérielle.